Bonjour, très heureux de vous retrouver pour Diaspora. Je le dis souvent, la seule émission au monde consacrée au diaspora. Et aujourd'hui, je reçois Raphaël Yem. Merci d'avoir accepté notre invitation, Raphaël. Avec plaisir, François. Comment je te présente? Journaliste, animateur, alors Radio Nova, France Culture, France Inter, aujourd'hui François. Ouais, le CV, j'ai fait tout ça, j'ai fermé la chaîne long. François, exactement. Ouais. Actuellement, je suis animateur sur France 3 Paris-Île-de-France, sur le réseau France 3, et sur Culture Box aussi, qui est une plateforme Made in France Télévisions qui est dédiée à la culture, au spectacle vivant. Et tu es d'origine cambodgienne. Et là, première surprise pour plein de gens. Sabir, que je remercie, qui est notre réal, me dit il y a quelques minutes comment il est cambodgien. Et ça t'arrive souvent qu'on te dise comment il est cambodgien. C'est terrible parce que c'est terrible et pas terrible en même temps, parce que moi je me considère comme un citoyen du monde. C'est vrai que ça a l'air galvaudé de dire ça, mais au moment où on pouvait le faire, je voyageais beaucoup et j'ai beaucoup aimé aller me balader dans le monde entier. Et souvent on me prenait pour un local partout où j'allais. Donc quand je vais en Polynésie, on me prend pour un Polynésien. Oui, puis tu as bossé pour François, donc aussi, certains totalement. Dans les Antilles, on me prend aussi pour un Martiniquais ou un Guadeloupéen. À La Réunion, c'est pareil. On m'a aussi beaucoup pris pour un Sud-Américain. Et puis évidemment, aussi quand je vais aux États-Unis, je suis de là-bas, je suis un Américain. Tu vois. Donc il n'y a que quand je vais au Cambodge où les gens me disent « Mais non, toi, t'es pas Khmer. » D'accord, on te dit que t'es pas Khmer. Et t'es Khmer de ton papa et de ta maman. Khmer Sot, c'est ça? Khmer Sot, ça veut dire vrai. J'ai pas l'accent, un vrai Khmer. C'est-à-dire que mes deux parents sont des Cambodgiens aussi. Alors, évidemment, j'ai mon côté prof. Il faut montrer une photo, une image, une carte du Cambodge. Je suis venu pour ça, François. Alors, on regarde le Cambodge, la diaspora cambodgienne. Donc, capitale, c'est toi qui vas le dire. C'est Phnom Penh. Phnom Penh, le nombre d'habitants, le nombre de Cambodgiens en France. Et généralement, Raphaël, juste après cette infographie, je montre une infographie avec les Cambodgiens connus en France. Ah, on est combien? Et là, là, j'ai pas trouvé beaucoup de Cambodgiens connus. C'est à toi de me dire. Il y a Fred Shaw, par exemple, mais qui est lui un sino-cambodgien. Je sais qu'il y avait à un moment une animatrice de W9, mais que je connais pas personnellement. Mais même plus généralement, la diaspora asiatique en France. Il y a le cinéaste Ritipan. Oui, mais il y a quelque chose au niveau de la visibilité de cette communauté qui est. La vérité, c'est que c'est la première émission de diaspora consacrée à une diaspora asiatique en France. D'ailleurs, tu vois le décor, c'est la savane, c'est toi qui l'as fait remarquer. C'est pas le temple d'encore. Il n'y a pas de savane au Cambodge, mais parce que c'est vrai que 80% des gens issus des diasporas, c'est des diasporas afro-caribéennes. Donc, c'est quoi le problème là? Il n'y a pas cette visibilité des Asiatiques. Je ne peux pas l'expliquer. Est-ce que, justement, les gens de ma diaspora s'interdisent des métiers d'image? Après, il y a parce que longtemps, le cliché, c'est Pascal Blanchard qui montre ça, que ça a été le côté très discret, etc. Sûr, ils restent entre eux, ils sont très discrets, et c'est en train de bouger avec tout ce qui se passe actuellement. Et puis, moi, je suis un fervent, tu le sais bien, on se voit ou on se tutoie dans cette émission? On se tutoie dans l'émission. Et comment on se tutoie dans la vie? Ça me va ouf. Parce que tu sais, sur mes émissions, je suis obligé de vous voyer maintenant. On me demande. C'est compliqué. Non, on a le droit de tutoyer. Mais effectivement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tu le sais, moi, je suis un fervent militant du vivre ensemble. Donc, il est temps qu'avec nos particularités, nos différences, on puisse s'affirmer. Et effectivement, il y a des gens d'origine asiatique dont les parents sont asiatiques, sont arrivés ici ou sont métissés et qui ont aussi droit au chapitre. Peut-être que les enfants d'origine asiatique qui te voient se disent, voilà, il y a un exemple, un modèle, je peux être journaliste, je peux être avocat, je peux faire des métiers qui sont des métiers de la visibilité. Moi, je ne me considère pas du tout comme un porte-voix, mais effectivement, si je peux être aussi un rôle modèle, c'est-à-dire quelqu'un qu'on va voir dans l'écran, ici, là, juste ici, et se dire, ah tiens, il est comme moi, tiens, je pourrais peut-être faire aussi la même chose. Ça sert à ça, les artistes, les sportifs, les gens qui évoluent dans les médias. Alors souvent, on se dit, mais pourquoi on se dit que tu n'es pas cambodgien? Parce que tu as aussi ton look.
La casquette, le côté un peu urbain. Alors moi, je suis un Normand, déjà, donc regarde, ce corps, en fait, et c'est à cause de la crème fraîche, tout simplement. Non, je dis ça en plaisantant, mais c'est vrai que quand je dis que je suis d'origine asiatique, les gens disent « Mais non, les Asiates sont plus petits, ils sont plus fins. » Ah ben non, je suis la preuve que non, et pourtant tu me disais, je suis comme un satin. On ne voit pas, tu es très grand. Et en plus, je suis très grand, effectivement. Et puis j'ai peut-être aussi une silhouette, un look, les gens me reconnaissent souvent chapeau, casquette. D'ailleurs, quand je me balade dans Paris, parce que moi je vis à Montreuil dans le 93, j'enlève en fait, dans la vie de tous les jours, j'enlève la casquette ou le chapeau. Et on te reconnaît moins. Et on me reconnaît moins. Voilà, les gens disent, c'est vraiment Rafale, la casquette ou le chapeau. On commence avec, tu nous as ouvert ton album photo. Alors là, on a des bons dos. On commence par l'album photo de Raphaël Yem. Raphaël, on va commencer par une photo de toi. Tu es tout mimi, tu as quel âge? 5-6 ans sur cette photo. Tu es petit. Ah oui. Et tu es à Caen. Ouais, je suis à Hérouville-Saint-Clair. Ouais. Je suis né à Caen, mais j'ai grandi à Hérouville-Saint-Clair, qui est la ville périphérique, la ville de banlieue, la ville ouvrière, la cité ouvrière de Caen. Bah, c'est l'équivalent de Montreuil pour Paris, en fait. À l'époque, je suis né en 1981 et mes parents arrivent du Cambodge. Ils sont arrivés en 1976, donc ils fuient, ils survivent au génocide des Khmers rouges. Et ils arrivent à Caen un peu... Pas forcément par hasard, mais parce qu'ils ont une cousine qui faisait des études en fait ici, et ils se sont dit c'est le seul repère qu'ils ont en France, parce qu'ils ont débarqué en France, donc ils sont arrivés en Normandie avec quelques autres, et à cette époque où je suis tellement mignon, je pose à côté d'une cheminée, t'as vu le style quand même. On voit le pull des années 80. Surtout cette coiffure un peu champignon. Et à l'époque, ma mère, alors moi je suis un... On va voir ta maman, la deuxième photo, on voit ta maman sur cette photo. Ah oui, alors là, exact. tu la casses un petit peu, mais elle est là. C'est pour ton anniversaire. Je pense pas que ce soit mon anniversaire, c'est peut-être l'anniversaire de mon frère. Ah oui, parce qu'on voit les bougies. Donc ben oui. Et ta maman, alors ta maman, je sais qu'elle te raconte pas forcément pourquoi elle est venue en France. Donc tes parents fuient le génocide des Khmers rouges. Il faut quand même l'expliquer aux enfants, aux jeunes qui nous regardent, ce que c'est que le génocide des Khmers rouges. Ça veut dire qu'alors ta maman, elle est, je crois, hôtesse de l'air, c'est ça? Et du coup, elle sait qu'il va se passer quelque chose. Elle regarde un peu les couloirs aériens, elle se dit il y a un problème. Les couloirs aériens sont en train de se fermer, le pays va se refermer sur lui-même, et elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est une dictature communiste qui se met en place, c'est ça? Exactement. Et qui traque tous les intellectuels, tout ce qui ressemble à un intellectuel. Les intellectuels, les bourgeois, voilà, ils sont dans une idée où c'est un vrai retour à la terre et qu'il faut repartir de zéro et pour avoir une société totalement égalitaire. Dans leur idée, dans leur idéologie, c'est de dire bon bah tout le monde doit retourner au champ et c'est comme ça, on va baser notre société sur la paysannerie. Sauf que, bon, j'ai presque envie de te dire pourquoi pas dans un idéal, pourquoi pas. Sauf que. Sans tuer les gens, quand même. Voilà, sauf que il y a plus que des dérapages, on va sur une société de la surveillance, du meurtre, de la délation, une vraie dictature. Ton grand-parent, ton grand-père, il laisse mon grand-père, lui, alors moi, voilà, moi, en fait, ce que je comprends plus tard, c'est que je viens d'une famille très bourgeoise et que ma mère donc est hôtesse de l'air, mais elle a été aussi mannequin pour se faire kiffer. Elle a joué dans quelques films, des sitcoms et tout ça. Et son père était un grand propriétaire terrien et il était directeur d'une plantation de caoutchouc. Et son père se dit mais non, mais c'est pas grave. Vous allez en Thaïlande, allez vous réfugier là-bas le temps que ça passe. Moi, je vais garder la propriété, sauf qu'on le reverra jamais. Et que ma mère part avec sa mère, donc ma grand-mère, sa sœur, son frère, et puis son fiancé de l'époque, qui est mon père. Et d'ailleurs, dans une histoire, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça, mais tout va tellement vite et que c'est un vrai bordel à ce moment-là. On n'arrive plus à joindre les gens au téléphone. Il n'y avait pas de portable à l'époque, évidemment. On ne sait pas comment y aller, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de tout ça. Donc ma mère, qui part avec rien, elle était avec des bijoux, elle donne ses bijoux, tous les bijoux en or, la dernière fortune qu'elle a, à quelqu'un pour dire va chercher mon fiancé et ramène-le ici en sécurité. Et c'est à ce moment-là, elle arrive dans un camp en Thaïlande avec ma famille, elle n'a plus rien. Et elle attend,
le pays ne va pas se rouvrir, le Cambodge ne va pas se rouvrir, et ils débarquent tous en France. Et ils arrivent dans cette banlieue qui est Hérouville-Saint-Clair. Et elle a sauvé ta future vie. C'est dingue, mais elle est tellement humble et je pense qu'elle ne se rend pas compte elle-même de ce qu'elle a fait. Et j'en suis un petit peu ému là. Ta maman pense à lui, qui est toujours là évidemment. Ouais, que j'adore. Tu sais, c'est ma première fan, elle me regarde tous les soirs à la télévision. J'espère qu'elle sera contente de l'émission. Mais c'est sûr. La photo 3 que tu nous montres, c'est au collège. Ouais. Là, tu as 13 ans. Alors, ça, elle est vraiment très importante, cette photo, parce que qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, regardez-moi déjà. Oh, cette magnifique raie au milieu. Je suis au CDI de mon collège, collège de ZEP, comme on dit, zone d'éducation prioritaire. On dit plus comme ça maintenant. On dit REP maintenant. Parce que voilà, moi, je grandis dans une tour. Finalement, je disais, mes parents étaient bourgeois, mais en fait, ils sont déclassés, ils arrivent ici. Sans diplôme, sans rien, donc ils vont travailler à l'usine. Ma mère dans une papeterie et mon père à l'usine métallurgique d'Hérouville. Donc je vais à ce collège qui s'appelle le collège Varignon et là j'ai comme une illumination. Je rejoins le groupe du journal du collège au CDI. Oui, le club journal. Exactement. Je vais commencer par faire de la BD parce que j'adorais dessiner. J'aime toujours ça, mais je le fais moins bien. J'ai l'impression d'avoir moins d'imagination que quand j'étais plus petit. Je dessine une BD sur un ninja. Et voilà, je suis piqué vraiment parce que les réunions de rédaction, parce qu'on décide ensemble de ce qu'on va faire, parce qu'on commence à raconter les gens. Et vraiment, je suis pris dans cette aventure. Et là, j'ai quel âge? 11, 12 ans. Ouais, je vais un peu de collège, 13 ans, peut-être 12, 13 ans. Voilà, je vais en avoir 40 cette année et j'ai pas quitté depuis. Et on voit évidemment Fumigène. Fumigène, c'est le journal, c'est le fanzine que tu fais avec tes amis à l'époque, ce magazine. Avec des photocopies, tu expliques que c'est terrible cette histoire. Mais c'est génial. Alors tu sais, peut-être que ça a été ton cas aussi, mais les copains et les copines de l'époque, eux, comme hobby, ils vont faire de la danse hip-hop. Ils vont à la MJC faire de la danse moderne. Ils vont faire du foot. Ils font du judo. Ils font du basket. Moi, je suis doué en tout ça, en rien de tout ça. Mais par contre, j'adore le média, le fait de faire du journal, de parler des autres. Et ça va être mon hobby. C'est-à-dire que moi, je vais créer un journal avec quelques copains que j'embarque, les pauvres. On se débrouille, c'est vraiment l'école de la débrouille. Donc on va, c'est pas bien de le dire, mais je le dis souvent, mais je me suis excusé depuis, voler des ramettes de papier à la bibliothèque. Parce que du papier ça coûte cher. Et on découpait dans les magazines, on collait des photos. À l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs comme aujourd'hui. Donc on écrivait à la main et puis on photocopiait ça la nuit à la MJC avec des animateurs et des animatrices qui se disaient c'est pas mal quand même ce qu'ils font. Et ensuite, on allait distribuer tout ça aux copains du quartier. Et déjà, Fumigène, c'est culture, vivre ensemble. C'est ça. Et c'est ça finalement qui te propulse, puisque Totalement. tu vas faire une interview. Alors on va te voir avec des gens très importants pour toi. Oui. Ah oui. Alors raconte-nous cette histoire. Sur cette photo, vous voyez deux personnes très importantes pour moi. Z avec le chapeau, juste à côté c'est Scred. En fait c'est Zouir et Mathieu. On grandit dans le même quartier, tous les trois, et il s'avère qu'on a des trajectoires assez parallèles, puisque Z est fanat de danse. Il va lui tout quitter pour aller justement monter à la capitale et danser avec les artistes qu'il fait à l'époque. Donc il a dansé avec Rihanna, Black Eyed Peas, Usher, etc. etc. C'est devenu un grand danseur. Et vous voyez Scred aussi au milieu, qui est Mathieu donc. Et Scred, lui, était passionné de musique, un vrai geek de musique. Et c'est lui qui a lancé Orelsan. C'est le producteur, c'est le Richelieu pour aller vite, d'Orelsan et de Burna Boy, là aussi, qui viennent de gagner un Grammy Award. C'est dingue qu'on ait réussi à faire ça. Et là, vous partez à Paris pour interviewer Shuriken et Faf Larage, donc les deux frères. À l'invitation de Fawzi Ménériy. Fawzi Ménériy, c'est une des personnes les plus importantes pour moi. À l'époque, il est attaché de presse dans un label qui s'appelle De Label Hostile. C'était assez culte pour le monde du rap à l'époque, dans les années 90. Faire confiance à un gamin qui est à Caen et lui dit voilà, tu as un journal, viens interviewer des gens qui sont iconiques d'Ayam. Dans la débrouille, c'est qu'il faut vraiment se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, on ne pouvait pas
envoyer des mails, on ne pouvait pas envoyer des DM, on ne pouvait pas envoyer des messages privés. Et donc, moi, j'avais ouvert ce qu'on appelait à l'époque l'annuaire. C'était un gros bouquin où il y avait toutes les adresses. Donc, j'avais récupéré l'annuaire de Paris et cherché toutes les maisons de disques pour envoyer mon journal par la poste. Ouais, parce que la poste, ça servait aussi à ça. Donc, on mettait sous enveloppe, on envoyait ça, on envoyait le journal en disant bon, bah, peut-être que grâce à ça, on va récupérer des interviews parce qu'à un moment, il faut le remplir le journal. Et c'est la possibilité de rencontrer aussi des gens qu'on écoute, des gens qu'on lit, des gens qu'on regarde, des artistes qui nous font rêver, qui nous inspirent aussi. Et Fawzi Ménérine, donc, qui a ce poste assez important à l'époque, et je sais pas, il se prend d'affection, il est assez bienveillant, il se dit, bah, il y a une initiative d'un petit gars qui, j'ai l'impression, me ressemble un peu, parce que des Fawzi Ménérine, attaché de presse à l'époque, Fawzi Ménérine, il n'y en a pas des masses non plus. Et donc, il se retrouve un peu en toi, dans ce gamin, il te met un petit peu le pied à l'étrier. Ouais, il me fait venir à Paris, il me fait rencontrer ces artistes. C'est pour toi exceptionnel de pouvoir rencontrer. Il faut aussi comprendre que moi, je suis un autodidacte. Ouais, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'école de journalisme, je ne sais pas comment on fait, j'ai tout appris sur le tas, comment poser des questions, comment angler un article, quoi faire. J'ai tout appris sur le tas, vraiment. Et lui, il va mettre le pied à l'étrier aussi en me connectant avec un vrai professionnel, rédacteur en chef d'un magazine hip-hop, qui lui va aussi me donner ma chance en me faisant m'achetant des piges, donc en me commandant des articles. Et au bout de 6 mois de collaboration dans ce magazine qui à l'époque s'appelait RER, Rap et Raga, je vais devenir rédacteur en chef adjoint de ce journal. Et c'est comme ça vraiment que c'est parti. Et voilà, et là je pense qu'on peut diffuser ça dans toutes les écoles, parce que comment on peut naître à Caen, vivre dans une banlieue de Caen avec ses parents venus de l'autre bout du monde, et parce que tu es passionné, bah, tu finis par faire ton métier et en vivre très bien, être très heureux et épanoui. Je suis tellement heureux de ce que je fais, très épanoui. Merci Rafal, on va passer à la rubrique solidaire. Alors dans cette rubrique, on a d'ordinaire... c'est quelqu'un qui va se dire pourquoi il est en relation avec une association, pourquoi il s'engage aux côtés de peut-être sa diaspora. Et tu as choisi Samaki Kon Khmer. C'est une association qui porte la diaspora cambodgienne. Exactement. En fait, c'est ça qui est assez étonnant. Moi, quand tu fouilles un petit peu mon parcours, tu te rends compte que j'ai plus jeune, je me suis assez rapidement engagé dans le fait associatif, sur le terrain, mais aussi contre toutes les discriminations, mais sans faire de différence parce que moi je vivais comme banlieusard et puis les copains pouvaient et les copines souffrir de discrimination parce que noirs, parce que musulmans ou musulmanes, parce que maghrébins. Oui, c'est un peu ça qui fait aussi que les gens se disent il est cambodgien, mais parce que tu défends vraiment un peu toutes les causes. C'est-à-dire qu'on peut se dire que tu es un peu sur beaucoup de terrain, anti-discrimination. Et alors là, tu as quand même choisi une association du Cambodge. Pourquoi j'explique ça, c'est que voilà, très, très longtemps et encore aujourd'hui, je m'engage aux côtés de toutes celles et tous ceux qui sont discriminés. Mais depuis quelques années, on observe aussi, en tout cas les chiffres commencent à sortir, le fait que des Français ou des citoyens ici d'origine asiatique sont eux-mêmes frappés par la discrimination, par plusieurs façons, quelquefois même par la violence physique. Et il y a un collectif qui s'était monté, qui était le collectif des Asiatiques de France, où on m'avait dit est-ce que tu peux venir aussi filer un coup de main, donner de la voix. Donc je suis venu et c'est là où j'ai rencontré d'autres Asiatiques, parce que comme tu le disais, il y en a très peu qui sont médiatisés. C'est là où j'ai commencé à rencontrer, j'ai rencontré Fred Shaw, j'ai rencontré Steve Tran, 2 comédiens également, Bunaimin aussi, l'humoriste, bref, d'autres comme ça. On a enregistré une vidéo et puis c'est là où j'ai l'impression aussi que j'ai renoué avec cette identité cambodgienne. En tout cas, j'ai pu en parler avec d'autres personnes qui avaient vécu les mêmes choses que moi, c'est-à-dire des parents un peu mutiques sur cette histoire, ou des gens qui ont connu leur pays d'origine sur le tard, ou des gens qui étaient, ce qu'on peut dire, aujourd'hui on utilise le terme d'asiatiqueté, des gens qui sont d'apparence asiatique. Et voilà, et surtout j'ai été sollicité par un gars génial qui s'appelle Dara, et qui lui a grandi dans le 77. On a un petit peu la même histoire, même s'il est beaucoup plus jeune que moi. Et lui avait très envie de renouer avec ses racines cambodgiennes. Et parmi les actions, il y a les Samaki Days. On va voir un petit reportage sur Samaki Days. À tout de suite.
Bonjour, Dara Samaki, le coprésident de l'association Samaki Khmer. Ce soir, je suis heureux de vous présenter Samaki Days, une journée particulière, une journée de festivité autour du Cambodge, de sa culture, de son patrimoine, de son héritage traditionnel et culturel. Et tout ça avec les Cambodgiens, les amoureux du Cambodge. J'espère que vous passerez une très bonne journée parmi nous. Bon Samaki Days, profitez bien, que solidarité, partage et sourire soient à l'honneur aujourd'hui. Voilà, on est Samaki Days. Donc Samaki Days, c'est une journée où il y a tous les stands. Bien sûr, comme là, on est au stand de Samaki Drinks. C'est un stand où on vend des boissons comme les termpeux pour récolter de l'argent pour aider le Cambodge. Et vraiment, on passe vraiment une belle journée tous ensemble, de partage avec tous les Cambodgiens de France. Mon entreprise, c'est une entreprise de prêt-à-porter. C'est une nouvelle marque. Elle s'appelle Candali. Et elle se veut éco-responsable tant dans la conception des robes de matières premières, puisqu'on utilise de la soie de lotus 100% écolo. Et aussi donc éco-responsable dans l'environnement, dans la mesure où je reverse une partie de mes bénéfices aux associations donc, qui œuvrent pour les enfants et pour les femmes victimes de trafic sexuel. Tu disais en train de dire, pardon, parce que je revois ces images et j'adore. Ça se passe normalement tous les ans à la pagode de Vincennes, donc dans le 94, sauf qu'avec le Covid, finalement, on ne peut pas le faire. Mais cette association est géniale parce qu'elle permet aux plus jeunes de renouer justement avec cette histoire millénaire du Cambodge, très riche, la danse, la musique aussi, la gastronomie. Puis on espère donc l'année prochaine retourner à la pagode de Vincennes. Exactement. On termine par l'interview optimiste. Rafale, le livre qui te rend heureux. Heureux, c'est un manga, parce que moi je suis passionné de bande dessinée et j'ai beaucoup de mangas aussi à la maison. Jiro Taniguchi, qui est une des étoiles de la bande dessinée japonaise, et la BD que j'adore s'appelle Le Gourmet Solitaire. Et Kusumi, qui bien sûr, non pas qui chorégraphie, mais qui fait le scénario. Tu vois, j'oublie pas les scénaristes et ceux qui font les dialogues, c'est important. Donc vous allez lire ça et vous allez avoir faim tout de suite. D'accord. La personnalité que tu aimerais interviewer en ce moment? Alors quelqu'un que j'ai jamais rencontré, pourtant je suis dans ce game depuis des années, c'est le rappeur Fianso. Pour beaucoup de choses. Ça ne devrait pas être difficile. Pourtant, tu sais, on ne s'est jamais croisé. J'admire ce qu'il est actuellement. Je l'ai vu là aux côtés de la fondation Abbé Pierre. Très engagé. Alors si tu le vois avant nous, on le reçoit dans l'émission. Je vais lui dire aussi. Alors on fait un prêt de groupe, vraiment. C'est quelqu'un qu'on a vu aussi sur les planches. C'est quelqu'un qu'on a vu devant la caméra et qui, je trouve, vraiment transcende l'écran. Et puis aussi le rap, parce que c'est un très bon lyriciste. L'activité qui te rend heureux, à part le journaliste, la présentation? À l'époque, c'était de voyager. De voyager. Oh là là. Juste avant la pandémie, j'ai annulé un voyage avec ma femme et ma fille parce qu'on adore faire le tour du monde ensemble. Ma fille, elle a 6 ans là. C'est vraiment un point commun qu'on a et on kiffe faire ça. On devait aller à Singapour, qu'on ne connaissait pas du tout. Et on a hâte d'y aller, quoi. Alors une autre activité, il faut que tu trouves quelque chose. Alors qu'est-ce que je pourrais faire ici, alors j'allais dire aller au restaurant, ma femme est chef de cuisine. On peut plus non plus en ce moment. Donc si on soutient aux copains, restaurateurs, restauratrices, on commande chez eux et puis on mange à la maison. On se fait notre ambiance, quoi. Ta définition du bonheur, Rafale? C'est faire ce que tu aimes. Et ton conseil pour être heureux? C'est foncer. Vraiment, moi j'ai cette petite punchline de Mark Twain que j'ai depuis que je suis vraiment ado avec mes copains qu'on a vu tout à l'heure, Scred et Z, qui est toujours viser la lune. Au pire, on atterrit dans les étoiles. Merci Rafale.
Merci François. d'avoir accepté l'invitation. C'est passé très très Oh vite. là là, mais on est resté quoi, 5 minutes 5 minutes. C'est pas possible. Plus 20, 5 minutes plus 20. On va terminer sur une chanson que tu aimes, qui te rend heureux. Tu vas nous le dire. Ah oui, Ouais, bien sûr, c'est Queen. Queen, le plus grand groupe de rock au monde, pour moi. Bohemian Rhapsody, j'adore cette chanson. J'ai pas le droit de la chanter à la maison. Parce que je chante très mal, Là, c'est tu ça. peux le faire. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, oh oui. Non, je le fais très mal, François. C'était un plaisir d'être avec toi, François. Eh bien, Merci beaucoup et C'était merci un pour ce que tu plaisir fais. vraiment de te recevoir. Merci beaucoup, Rafale. À très bientôt. À vite. Au revoir.